Non, non, c'était parfait pour la durée, c'était très intéressant et très pédagogique. Alors, il n'y a pas encore eu beaucoup de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et pendant ce temps, je vais ouvrir le bal avec la mienne. Donc, bon, finalement, ce qui a frappé, et c'est une question que j'essaye un peu de poser à tous les intervenants, c'est à quel point au début de la survenue de l'épidémie, il y a eu un appel pour que la science vienne à la rescousse de la société, ce qui a quand même, ouais, être positif, relativement fonctionné, puisqu'il y a eu des productions de vaccins dans des temps records, et puis une mobilisation de l'ensemble de la communauté scientifique, de toutes les disciplines, qui était quand même phénoménale et impressionnante. Mais en même temps, très vite, il y a eu une grande désaffection pour cette parole scientifique. C'est-à-dire qu'elle a très vite, il me semble, perdu en crédibilité. Et puis, les gens ne savaient plus, si j'ose me permettre, à quel sein se vouer en parlant de la science. Et du coup, ça amène plusieurs questions. Enfin, moi, ça m'interroge et ça amène plusieurs questions. Alors, je ne sais pas comment les aborder, mais il y a une question qui me surprend. Par exemple, en France, le conseil scientifique, il est presque exclusivement composé, disons, de médecins, au sens très général du terme. Et je me demande comment il aurait été possible d'avoir une réaction plus interdisciplinaire ou la constitution d'équipes de travail, de recherche plus interdisciplinaires, ce que vous avez peut-être mieux réussi en Suisse que dans d'autres pays. Et donc, j'aimerais votre avis là-dessus, si vous en avez un, ou votre réaction. Comment, pourquoi il y a tant de difficultés à faire travailler les sciences ensemble sur un problème de société? En tout cas, il me semble qu'il y en a beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez la même perception et si vous avez une... Oui, merci pour cette question. Je pense que vous avez tout à fait raison. Des problèmes complexes comme ces problèmes sanitaires de maladies émergentes dépassent très très largement le cadre strict de la médecine et même de la santé. C'est très intersectoriel. Quand nous nous exprimons sur la fermeture des écoles, il y a des conséquences. D'abord, l'éducation, c'est un droit fondamental de l'enfant. Je prends cet exemple-là parce qu'il est justement non sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences qui peuvent être sanitaires et qui peuvent être positives, enfin, de lutte contre la pandémie, mais négatives sur d'autres aspects sanitaires. Mais il y a des aspects qui ne sont pas sanitaires. C'est un droit élémentaire, fondamental de l'enfant que d'avoir une éducation. Et il est donc important, quand il y a un conseil scientifique qui est fait sur des sujets de ce genre, qu'il puisse y avoir la présence dans le panel de gens qui sont hors du secteur sanitaire. Et nous défendons à Genève une culture qui va même au-delà de l'interdisciplinarité, mais qui s'appelle la transdisciplinarité, qui veut dire que vous devez mettre autour de la table souvent, pour ces problèmes complexes, des gens qui sont certes l'interdiscipline académique, donc du secteur académique, mais des gens qui ne sont pas du secteur académique, qui sont par exemple d'autres secteurs de la société, qui sont par exemple du secteur privé, qui sont aussi de la société civile. Je parlais de Médecins sans frontières tout à l'heure. On pourrait parler des industriels lorsqu'on s'intéresse aux médicaments ou aux vaccins, ou parler du secteur de l'éducation ou d'autres secteurs de l'économie. Donc c'est vrai qu'il y a un manque et souvent on a une sorte de réflexe trop rapide de dire problème de santé, médecin. Et on va mettre des médecins ou des épidémiologistes qui ne sont pas toujours des médecins mais qui sont vraiment dont la réflexion est quand même extrêmement monodisciplinaire. Et je suis tout à fait d'accord. Et je pense que ce que l'on fait parfois au mieux, c'est qu'on fait de la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on laisse les gens dans leur silo, mais on demande l'avis de l'un et puis après, on va demander l'avis de l'autre. L'interdisciplinarité que vous appelez de vos voeux, telle que je la comprends, c'est le regard croisé, c'est le sens même de votre série de séminaires, c'est des regards croisés qui vont se pencher ensemble sur des problèmes complexes afin d'apporter un éclairage
qui va être un petit peu nouveau parce que les projecteurs vont se mêler les uns avec les autres. Et ça, on ne sait pas très bien faire. Et pourquoi on ne sait pas bien faire? C'est parce que déjà, les cultures scientifiques sont en silo. On est dans des facultés. Nous, on est à la faculté de médecine, et puis la faculté de droit ou la faculté de sciences économiques, c'est une autre faculté qui travaille dans son autre silo. On a nos propres congrès, on a nos propres publications scientifiques, journaux même, hein. À part quelques journaux comme Science, Nature, PNAS, beaucoup de journaux sont très disciplinaires. Donc il y a toute une culture scientifique qui ne va pas tellement en faveur de l'interdisciplinarité et qui ne construit pas l'interdisciplinarité. Il y a d'autres questions sur d'autres sujets, mais je vais continuer un instant, si vous me permettez, sur cette question-là. Il y a une autre, c'est un peu dans la même catégorie, mais je décline la question. Vous voyez, donc on s'est tous intéressés, enfin, beaucoup de gens se sont intéressés à cette estimation de R, par exemple, et puis donc quand on fait de la science, on sait bien qu'on donne une courbe de R et on voit une tendance, etc. Mais j'imagine que quand on est un décideur, et puis qu'on nous dit R est plus grand que 1 ou R est plus petit que 1, bah après on a un chiffre. Ce chiffre, il sort d'une machine, et puis ce chiffre, il est plus grand ou il est plus petit que 1. Et ce qui est, en tout cas, dans l'expérience qu'on a ici à Lyon, c'est ce qui est difficile de rendre compte, c'est le fait que dès qu'un chiffre est écrit, 1,2, c'est plus grand que 1,1, c'est imparable, c'est inconscient, c'est implicite. On le vit comme ça, alors qu'en fait, 1,2 n'est pas forcément plus grand que 1,1. Et j'aimerais savoir comment, dans votre schéma transdisciplinaire, comment est-ce que cette question là, du chiffre qui est écrit et qui, du coup, hiérarchise les choses, est-ce que vous avez essayé de réfléchir à comment rendre les résultats autrement que sous forme d'un chiffre, en fait? Oui, merci aussi de cette question, parce que d'abord, je pense, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je pense que les médias ont fait un énorme travail je dirais, d'approfondir et d'améliorer la culture scientifique de la population et donc des décideurs qui sont le reflet de la population. On ne parlait pas du taux de reproduction. Moi, depuis toute ma carrière, je l'ai fait sur les maladies émergentes et notamment sur l'épidémiologie théorique. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à faire passer la notion du taux de reproduction pendant des années. Cette pandémie a permis de percer ce plafond de verre qui existait sur le plan de la culture scientifique générale de la population et des médias. Et ça, aujourd'hui, on peut tout à fait parler du taux de reproduction et on a des journalistes qui ont cette littératie au sens anglo-saxon du terme. Et alors, ce qui est vrai, c'est que le R marche particulièrement bien en ce moment en France ou au moment où ça monte, comme par exemple à La Réunion en ce moment. Ou en Guyane. Alors, lorsque vous avez un taux qui est en augmentation sur une croissance donc exponentielle ou en décroissance soutenue, le R est très parlant. Avoir 1,20, ce n'est pas pareil qu'1,10 quand vous êtes au Royaume-Uni au mois de décembre, très clairement. Il vaut beaucoup mieux être au-dessous de 1. En revanche, quand vous êtes en Australie, ou quand vous êtes à Taïwan, quand vous êtes dans des endroits où il y a extrêmement peu de cas, comme l'Australie, où il y a une quinzaine de cas par jour, un jour, vous allez avoir 5 cas, et puis 3 jours suivants, vous allez avoir 15 cas consécutifs. Le R va flamber, il va être à 1,70 ou 1,80, et vous allez vous dire, si vous êtes en effet un décideur braqué sur le R, vous pouvez vous dire, mais alors, il y a quelque chose qui se passe. Non, on passe de 5 à 15 cas, ça n'a absolument aucune signification. On a eu ce phénomène cet été en France, où il y avait une circulation très faible du virus, l'été dernier, j'entends, en 2020, et où le R pouvait avoir des variations un peu erratiques. Donc, je pense que les variations du R, elles ne sont interprétables que sur une courbe
consolidé, qui est suffisamment marqué. Et c'est vrai que cet instrument, ce compteur est très mauvais, un petit peu comme le compteur de vitesse sera très très mauvais si vous êtes à très faible vitesse et que vous avez un compteur qui n'est pas bien calibré pour cela. Donc je pense que à ce moment-là, il faut d'autres instruments, mais ce n'est pas un bon instrument dans ce type de cas de figure. Et on n'a pas beaucoup, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on n'avait pas pour d'indicateurs. Je ne connais pas, mais peut-être que vous en connaissez, ou peut-être que grâce à vos séminaires, il y a des gens qui travaillent sur ces questions, mais moi, je n'ai pas d'indicateur de la vie sociale. Il y a des indicateurs de stringence, ça existe, hein, des mesures plus ou moins strictes, mais parfois, ils sont un petit peu discutables. On a pu voir que les Coréens, parfois, étaient considérés comme des pays ayant des mesures très strictes parce qu'ils utilisent, c'est vrai, des traces digitales très, très intrusives qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en Occident, mais en revanche, il y avait très, très, très peu de confinement en Corée du Sud, très peu de mesures coercitives et aucune assignation à résidence. Donc, ces notions de mesures de vie sociale ne sont pas encore, à mon avis, totalement quantifiées par les indicateurs habituels. Je vais faire le porte-parole des deux autres questions. L'une qui va un peu dans le sens du débat actuel, où on demande est-ce que vous avez des exemples de pays ayant tenté de mettre en œuvre ce regard croisé et un peu interdisciplinaire entre gouvernement et société civile, jusqu'au monde associatif, etc. Et l'autre qui est plus technique, on vous demande votre avis sur la place des traitements antiviraux, anticorps monoclonaux, etc., dans ce type d'épidémie comme la Covid. Est-ce que la stratégie vaccinale efface de facto les autres stratégies thérapeutiques? Alors, sur la première question, sur le regard croisé, alors, je dirais qu'il y avait un très bon exemple, c'est peut-être celui de l'épidémie d'Ebola. Dans l'épidémie d'Ebola, l'OMS a eu besoin de Médecins sans frontières qui étaient sur le terrain, qui a sonné l'alerte, qui prenait les premières mesures de contrôle et qui a été très, très efficace sur le terrain. Mais rapidement, MSF tout seul, Médecins sans frontières, donc des médecins praticiens de terrain, se sont trouvés dans des situations d'une extrême dangerosité, y compris même lorsqu'ils sont venus apporter le vaccin, certains membres de ces équipes ont été tués, assassinés, parce qu'ils n'avaient pas de culture autre que leur culture médicale. Ils n'ont pas consulté des anthropologues et l'OMS leur a imposé de s'associer à des anthropologues qui ont compris bien davantage comment fonctionnait cette maladie et sa transmission et qui impactait les personnes mortes, la manipulation des cadavres. MSF avait bien compris cela et avait interdit à tous les proches de s'occuper de toucher les cadavres, qui était une des voies de contamination. Et ça, beaucoup d'Africains, dans leur culture, ne l'acceptaient pas, car c'était se priver, dans une culture animiste, de la présence de son aïeul dans sa vie future. Et c'était simplement inacceptable, même au prix. Donc, il y a eu, les anthropologues ont négocié avec les médecins et il y a eu des méthodes associant la culture, les rituels funéraires et la sécurité sanitaire en la préservant et qui ont permis d'avancer sur ce point. Et puis en plus, les discussions qui ont suivi, notamment sur la vaccination, ont impliqué les fabricants du vaccin. Parce que, notamment, c'était des vaccins qui nécessitaient de la congélation très basse, à très basse température, qui étaient très compliqués à amener. Alors ça, ce n'est pas pour l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, c'est pour l'épidémie du Congo, de République démocratique du Congo, mais où il a fallu amener dans des lieux très, très isolés des congélateurs à moins 80. Ce n'était pas très simple. Et c'était possible. L'effort à la fois des grandes philanthropies, donc c'est très transdisciplinaire. Il y a les philanthropes, les fabricants et les ONG et les organisations internationales qui ont pu travailler sur ces questions. Donc,
Ebola est un assez bon exemple. Il y a eu un très bel article de l'anthropologue Winh Kim Nguyen dans le New England Journal of Medicine qui montre comment, en passant plusieurs mois auprès ici c'était des Africains du Congo, il a pu se rendre compte d'ailleurs que les choses évoluaient lentement. Alors, votre deuxième question, elle est très importante. On néglige souvent les traitements. Dans l'épidémie de sida, on n'a toujours pas de vaccin et heureusement qu'on a des traitements. Les traitements ont changé le pronostic du sida fondamentalement, puisque aujourd'hui, être infecté par le virus du sida ne vous donne pas une espérance de vie altérée par rapport à ceux qui ne sont pas infectés par le virus du sida. Je ne dis pas qu'il faut être infecté parce que, évidemment, la qualité de vie est altérée, mais pas la durée de vie. Et ça, on le doit aux médicaments et notamment aux antirétroviraux. Donc, avoir des médicaments contre la Covid-19, si jamais, premièrement, on a des variants qui viennent à échapper au vaccin, eh bien, on en sera bien content parce qu'ils pourraient éviter la mortalité et les complications de la Covid-19. Et puis, dans tous les cas, il y aura des gens qui ou ne seront pas vaccinés ou n'auront pas la possibilité de l'être ou bien auront des contre-indications et pourraient bénéficier de ces traitements. Donc, en effet, il ne faut surtout pas lâcher le potentiel que pourrait représenter le développement de médicaments. Par ailleurs, il est très possible, comme ça a été le cas pour le sida, qu'on ait des produits dérivés qui viennent de ces recherches sur d'autres types de maladies. Grâce aux recherches antivirales pour le sida, on a trouvé les antiviraux absolument magnifiques contre l'hépatite C, par exemple. Donc, je pense qu'il y a souvent des recherches qui donnent des dérivés inattendus et qui sont potentiellement très intéressants. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que oui, il faut continuer. Je vais me permettre une dernière question, si on n'a plus de questions dans l'auditoire, c'est ce que je suis en train de vérifier. Un peu dans la même catégorie de questions que tout à l'heure, disons, ce qui est aussi surprenant, ou enfin, ce qui me surprend moi, peut-être à tort, c'est que j'ai l'impression que la collecte des données a été extrêmement compliquée. Alors on peut accabler la France, mais la France n'est pas le seul pays en cause, enfin concerné, et je suis quand même surpris que ça soit si compliqué de rapporter de façon un petit peu automatisée les données de pandémie et de les mettre à disposition de la communauté de recherche. Si je ne dis pas de bêtises, en France, on a attendu le 19 mars pour que l'information des nouvelles infections et décès par département soit publique. Et on a confiné le 17 mars 2020. Donc voilà, donc je vois votre avis. Où est la difficulté? Est-ce que c'est une difficulté d'organisation? Est-ce que c'est une difficulté de technologie? Est-ce que c'est une difficulté culturelle? Qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à rassembler des données, à les mettre à disposition, à les partager Alors, on dispose, on peut aussi dire, enfin, je partage votre avis, hein, mais on pourrait presque dire l'inverse, c'est-à-dire se dire, mais on est dans la pandémie des temps modernes, regardez, votre site, celui que nous avons, produisent sur tous les pays du monde des données quotidiennes, mises à jour tous les jours, en temps réel quasiment. Donc on a finalement une disponibilité de données dont la qualité, on va être d'accord là-dessus, est variable hein, selon les pays. On a même nous, je ne sais pas si vous partagez notre avis, mais il y a certains pays pour lesquels qu'on a mis en zone grise parce qu'on n'est pas capable d'interpréter leurs données. Elles ne sont pas de qualité qui nous paraît suffisante pour l'interpréter. Mais des pays, la grande surprise, en effet, c'est que des pays comme la France, mais la Suisse est pareil, pays donc très développés, occidentaux, ont montré des faiblesses de leur système de surveillance et de veille sanitaire à cette occasion-là. En Suisse, ça a été un petit électrochoc de se rendre compte que pendant les premières semaines de la pandémie, les transferts se faisaient par fax. Pour vous dire, on était encore à l'époque du fax à l'OFSP, à l'Office fédéral de la santé publique. Et ça a été décrié, on en a été meurtri, on va dire, mais on a pu évoluer grâce à cela. Je pense que ce qu'on a pu voir aussi, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que pourquoi certains pays ont choisi
d'emblée, ont eu l'idée de choisir d'emblée la stratégie zéro Covid, c'est parce qu'ils étaient très bien préparés. Ils s'étaient préparés et quand ils ont vu la séquence publiée le 10 janvier, très tôt, autrement dit dans la pandémie, par les Chinois, ils ont vu que c'était un coronavirus qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui du SARS, et ils se sont dit, ça n'est pas la grippe, et on va donc mettre en œuvre des techniques il y aura une surdispersion très probable, on va mettre en œuvre des techniques qui ressemblent beaucoup plus à celles qu'on avait déployées pour le SRAS et non pour la grippe. Et en fait, ce niveau de préparation qu'avait Taïwan, qu'avait Hong Kong, Singapour, la Corée, le Japon, les Européens l'avaient perdu ou ne l'avaient jamais acquis. Et donc, avec tout cela, il y avait la fabrication des tests, il y avait le système de traçage et il y avait le système de surveillance et de veille sanitaire. Donc, c'est vrai qu'on a désinvesti, notamment à la suite des dernières pandémies de grippe, SARS, etc. On a une fausse pandémie de grippe aviaire, enfin fausse parce qu'elle n'est jamais survenue à ce moment-là. On a désinvesti en pensant que tout ça était un peu surjoué et que ça ne surviendrait pas. Très bien. Je vous remercie beaucoup, professeur Flao, pour cet exposé très, très intéressant au nom de toute l'audience et puis de l'ITSI. On ne peut pas avoir les traditionnelles applaudissements, mais l'intention y est. Et on va passer au deuxième orateur.